budget auprès de la fondation avec qui je travaillais. Et on avait un budget de à peu près 450 € par prise en charge, par jeune, pour ça. Donc la reconstitution de l'état civil, elle a des outils, elle a des objectifs d'accompagnement primordiaux, mais ça n'est pas que ça, parce que ça reste des jeunes issus de la protection de l'enfance. Donc on a la notion d'hébergement, on a la notion de cadre éducatif et cadre affectif sécurisant, parce que pour vous rappeler, c'est des jeunes qui sont issus de parcours d'exil et qui sont issus pour certains de parcours de maltraitance déjà dès l'enfance également, et qui ont un stress post-traumatique qui est bien ancré. Mais face à ça, ils ont un volontarisme exacerbé et une résilience folle qui va les impliquer à pouvoir réussir et une volonté de réussir. Donc les inscriptions après par la suite, c'est aussi une bataille de pouvoir les inscrire dans les dispositifs de formation, parce qu'il faut passer par le CASNAV, il faut passer par le CIO, il faut que le CIO envoie la petite fiche de liaison que Madame Machin a signée pour envoyer au CASNAV, et que Madame Machin du CASNAV valide et retransmis après à un service d'affectation, pour qu'enfin le jeune puisse être affecté à un collège, à un lycée, ou en tout cas à des dispositifs un peu de français langue étrangère pour l'allophone. Ces dispositifs-là, moi par chance, j'ai réussi toujours à chaque fois, après mes expériences professionnelles, je me suis rendu compte que le corps médical et le corps enseignant étaient un levier d'insertion, et c'était vraiment des personnes sur qui on pouvait compter, notamment les proviseurs et les directeurs d'établissement. Une fois qu'on avait réussi à intégrer et pousser la porte d'un établissement et qui pouvait bénéficier d'un certificat de scolarité, on avait des directeurs et des profs principales, des psychoscolaires, des infirmières scolaires qui se mobilisent, et là c'était difficile pour pouvoir avoir un deuxième rejet ou un deuxième abandon. Je tiens vraiment à remercier et à mobiliser, et encore j'espère le corps enseignant et toutes les équipes pédagogiques, parce que c'est vraiment un bel appui. Et face à ça, on est face à des jeunes qui ont tellement une soif d'apprendre qu'effectivement, Madame Blanchard, prof de français, voudrait avoir un Mohamed, une Mariam, et que des jeunes comme ça, parce qu'ils sont tellement en soif d'apprendre que finalement, ils sont demandeurs plus, et pour un prof, bah, c'est un peu du pain béni. Donc tout ça c'est pour répondre aux obligations de la régularisation administrative, parce que dès que l'accompagnement commence, il faut avoir ça en tête, c'est la majorité. La préparation de la majorité et la sortie du dispositif de l'aide sociale à l'enfance. Donc moi, ma mission pour chacun des jeunes, c'est-à-dire qu'on mettait en place individuellement un entretien d'admission, un entretien d'accueil, une fiche de liaison jeune, que chaque professionnel avait un tutorat, en fait chaque jeune avait un éducateur référent, chaque éducateur avait entre 15 et 20 jeunes à suivre, et que ce soit dans l'accompagnement global, que ce soit dans l'accompagnement de la reconstitution de l'état civil, l'accompagnement dans le logement, parce qu'un jeune mineur de 17 ans dans un logement français, il faut aussi apprendre les us et les coutumes, la machine à laver le sol, pas faire de bruit pour les voisins. Donc c'est vraiment un accompagnement dans l'insertion sociale qui est important. Tous les jeunes étaient inscrits en établissement scolaire et professionnel. Moi je faisais le padré, c'est eux qui m'amenaient leur bulletin scolaire, et dès que je recevais en tout cas un appel pour me dire qu'un tel et un tel n'étaient pas à l'école ce matin, ils savaient très bien qu'ils allaient affaire à moi le soir, et que l'obligation scolaire était incontournable, et que je n'acceptais pas que les jeunes puissent quitter l'école sans motif valable et sans aucune validation de ma part. Et en tout cas, j'ai pu mener auprès d'eux cette rigueur et cette autorité naturelle et parentale que j'ai pu exercer auprès d'eux, et qui les a rassurés. En fait, après coup, maintenant, avec analyse, je me rends compte que en fait, cette posture était rassurante et sécurisante pour eux, parce qu'ils avaient enfin une figure paternelle qui prenait un peu cette représentation parentale et cette autorité parentale. Donc de fait, juridiquement, je l'avais, cette délégation d'autorité parentale. Ça change la vie de devenir papa de 80 gamins d'un seul coup. Mais et 350 après sur la finalité, parce qu'en l'espace de 3 ans, il y en a plus de 350 qui sont passés dans mes mains, comme on pourrait dire. Et donc j'avais cette rigueur auprès d'eux sur la gestion des logements, la gestion et leur caractère réel et sérieux d'implication dans leur formation professionnelle. Et donc je pourrais créer une micro-entreprise, je pense, pour une grosse entreprise, parce que des CAP agent polyvalent de restauration, des CAP cuisine, CAP boulanger, CAP pâtissier, CAP tout le corps maintenance des bâtiments, électricité, plomberie. Alors j'ai tout un staff possible et inimaginable,
et toute une équipe d'employeurs qui étaient partisans pour les signatures des contrats d'apprentissage. Donc j'ai même maintenant là des jeunes qui n'ont jamais réussi à aboutir à leur régularisation administrative, mais pour pouvoir maintenir une dynamique de projet et pour pouvoir maintenir une dynamique d'insertion sociale et professionnelle, qui sont toujours inscrits dans les établissements. Et j'ai Boubacar par exemple, lui qui cumule 3 CAP. Donc il est le super CAP, il pourrait lui-même être dirigeant d'un hôtel, donc il a le CAP hôtellerie-restauration, il a le CAP serveur, il a le CAP management, je ne sais plus quoi, des gestion de la restauration. Donc, cette exigence-là, c'est la préfecture qui nous l'impose. Ça, c'est les textes du CESEDA qui nous imposent que le jeune ait une application, et en tout cas réelle et sérieuse dans sa formation. Mais c'est un très très bon levier d'insertion, et c'est des jeunes qui sont en demande. Donc moi, sur les 350 jeunes que j'ai pu accompagner là, sur les 4 dernières années, parce qu'on peut faire beaucoup d'amalgames avec ces mineurs non accompagnés, ces jeunes qui ne veulent pas être accompagnés, ces jeunes qui fuient les écoles, ces jeunes qui sont des pro-délinquants, ces jeunes qui sont des arracheurs de colis, les petites grand-mères sur la place de la gare. Moi, je vous dis non. Je vous dis non, ces jeunes existent peut-être, ces jeunes sont peut-être sur un profil déjà inscrits dans de la délinquance avant d'arriver sur le territoire, ils sont poussés à continuer à le faire, mais ça concerne uniquement une infime partie de ces jeunes. Parce que sur la population, notamment Afrique subsaharienne, l'Afrique du Sud, l'Asie du Sud-Est, et pour certains jeunes de l'Europe de l'Est ou le Maghreb, on n'est pas du tout sur le même profil de jeunes, et les jeunes n'ont pas les mêmes motivations, n'ont pas les mêmes projets quand ils arrivent sur le territoire français. Et effectivement, derrière, on a un service, on a des bons mafieux qui savent très bien faire et savent gérer ces jeunes-là, et qui les poussent à la rue, qui les poussent à la clandestinité, et qui continuent ce qu'ils ont appris quand ils étaient enfants dans leur propre pays. Donc il ne faut pas faire les amalgames entre ces jeunes délinquants qu'on peut croiser au bout de la rue de la Soif et ces jeunes mineurs qu'on peut avoir dans la caserne Guyot, qui sont enfermés et qui passent leur journée à aller à l'école tous les jours et être très rigoureux. Il faut éviter ces amalgames, et ces amalgames sont tristement faits quotidiennement dans la presse et par les médias. Et notamment, on va rentrer là dans une superbe campagne politique qui va relancer ce dispositif d'insécurité ou de sécurité. Mais moi, je peux vous l'assurer, je n'ai jamais eu aucun souci sur les 350 jeunes que j'ai pu accompagner en termes de délinquance, en termes de violence. Au contraire, j'étais face à des jeunes qui ont une résilience volontaire folle, qui peut, nous, Français, complètement nous scotcher, et on peut être que démonstrateur et valoriser ces parcours-là. Donc, une fois que l'accompagnement et le parcours, ils sont inscrits à l'école, ils vont au club de foot, ils ont un appartement, ils ont un petit pécule d'argent, donc ça y est, ça se libère, mais les mots MAUX peuvent lâcher à partir du moment où ils ont le sentiment de sécurité. Et là, on a une réelle prise en charge psychiatrique qui est à défaut, parce qu'on est face à des jeunes qui ont un stress post-traumatique tel qu'à certains moments, au moment de rédiger leur récit de vie pour pouvoir le déposer à la préfecture au moment du passage de la majorité, de repartir sur la logique procédure administrative, réenclenchent chez eux ces problèmes de stress post-traumatique et réveillent leur traumatisme. Et là, on est face à des jeunes où la majorité, finalement, devient très angoissante, quoi. Nous, on a la chance qu'à 18 ans, c'est la fête, on devient majeur, on va pouvoir aller voter, et on va pouvoir avoir notre permis, faire la fête avec les copains. Je peux vous assurer que pour ces jeunes-là, avoir 18 ans, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse, c'est l'horreur. On va être lâchés, ils vont être lâchés, on va leur lâcher la main. Et ça, c'est quelque chose qui est très 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 difficile. Donc ça, c'était ma 3e bataille quand j'étais aux apprentis, quand j'étais pour la fondation. Parce que arrivé à l'année 2018, les premiers jeunes commençaient à avoir 18 ans, forcément. Quand ça grandit, ces petites choses-là. Et là, j'ai subi la première... Enfin, un jeune a subi la première sortie sèche, c'est-à-dire moi je ne l'avais pas du tout vu venir. À ses 18 ans, il était convoqué au service de l'aide sociale à l'enfance le jour de ses 18 ans, et le jour de ses 18 ans, on lui a dit tu n'auras pas de contrat jeune majeur, nous sommes le 15 mars, le 16 tu dois partir. Mohamed, il avait son CAP électricité qui devait passer en juin, et je devais le mettre à la porte comme ça, maintenant. Donc ça a été là un déclic chez moi. Donc, effectivement, je ne l'ai pas fait, hein. J'ai maintenu mon accompagnement, donc je suis venu là par un solidaire
Et j'ai maintenu mon accompagnement pour lui et j'ai organisé tout un réseau solidaire auprès de son lycée. Donc on a organisé la prise en charge à l'internat dans son lycée pour qu'il puisse passer son CAP. Et puis on avait trouvé une famille d'accueil qui pouvait l'accueillir sur le temps des vacances et des week-ends. Donc ça c'était la première sortie sèche et là je me suis dit mais non mais c'est pas possible. Ils vont tous avoir 18 ans, il va falloir que je fasse ça pour les 80, mais moi c'est pas possible. Donc j'ai mobilisé ma direction générale au siège à Paris pour pouvoir faire part de cette problématique-là. J'ai mobilisé les services de la DDCS pour les services de cohésion sociale et puis les services de l'aide sociale à l'enfance pour la préparation à la majorité. Mais en fait j'étais face avec un département qui avait un quota de signature de contrat jeunes majeurs. Donc à peu près pour les 80, moi sur une file active, je n'avais que 30 pouvaient bénéficier d'un contrat jeune majeur, et puis je peux vous assurer que c'était que les 30 qui étaient un peu les chouchous de l'aide sociale à l'enfance, que les 30 qui avaient réussi, que les 30 qui n'avaient pas été allés, qui avaient bien suivi leur scolarité, qui n'avaient pas forcément de problèmes de comportement ou de troubles de comportement. Il fallait vraiment que ce soit des jeunes qui soient les plus brillants des chez les plus brillants. Donc la sélection a été aussi faite à ce moment-là. Donc moi je me suis retrouvé face à des situations hyper violentes, parce que finalement c'était pas les services de l'aide sociale à l'enfance qui assumaient le refus de contrat pour le jeune majeur, c'était un courrier que moi je recevais à mon nom, que je devais donner au jeune et lui mandater la fin de prise en charge. Donc ça a été un énième déclic, et j'ai réussi à mobiliser un fonds, par le fonds propre de la fondation. Grâce à eux ils ont réussi à suivre ça. Donc pendant une année, on a accompagné ce que j'ai appelé les JMNA, les jeunes majeurs non accompagnés, pour pouvoir leur permettre de continuer leur scolarité, de pouvoir continuer leur insertion sociale et professionnelle, d'aller jusqu'au bout du diplôme, et surtout de pouvoir aller jusqu'au bout de leur régularisation administrative, parce qu'ils étaient toujours en attente de décision, ou pour certains étaient en attente d'une décision du tribunal administratif suite à une obligation de quitter le territoire français, ou suite à un simple refus de délivrance de titre de séjour, malgré leur prise en charge à l'aide sociale à l'enfance. Donc encore, là on a pu nommer, dans le cadre de l'évaluation et de l'accompagnement, que le Code civil, l'article 75 ou le Code de l'action sociale et des familles n'étaient pas forcément respectés. Mais je peux vous assurer aussi que derrière les bureaux des préfectures, on a des personnes zélées qui ne respectent en aucun cas le CESEDA, et qui sont toujours en demande de pièces supplémentaires, qui sont toujours en quête de pouvoir un petit peu bloquer cette régularisation. Donc on est vraiment face à une maltraitance administrative, parce qu'on est face à des jeunes qui sont constamment poussés à la clandestinité. Donc, de l'exil à la clandestinité, le chemin est assez rapide. Donc à la majorité, ils subissent une énième rupture dans leur parcours d'intégration républicaine. La préparation à la sortie de l'aide sociale à l'enfance, ça se travaille tout au long de l'accompagnement, durant la minorité, mais se trouve rarement finalisé à la majorité. Et on est encore face à une disparité dans l'organisation des départements. Donc on a peut-être la chance, nous, dans le département d'Ille-et-Vilaine, que les contrats jeunes majeurs et la prise en charge jusqu'à 21 ans fonctionnent. Et le président, M. Chenu, s'est engagé à pouvoir continuer d'accompagner ces jeunes-là. Et je peux vous assurer que dans les autres départements, à 18 ans plus un jour, merci, au revoir. La seule chose, si je peux intervenir, qu'après, mais avec la justice, on n'est jamais sûr du résultat, mais qu'on peut demander un contrat jeune majeur et contester une décision de refus devant le tribunal administratif. Ouais. Voilà, si on démontre que le jeune a besoin. Et en attendant, ils sont toujours. En attendant, on n'est pas sur l'obligation de maintenir l'hébergement. Ils imposent la sortie. C'est ça, sachant que la demande, elle doit être faite par le jeune lui-même, oui. Effectivement, par un courrier, c'est-à-dire qu'il doit être accompagné pour faire le courrier avant l'approche de 18 ans. Et c'est vrai que sur les titres de séjour, la plupart d'entre vous le savent sûrement déjà, mais c'est vrai que pour les jeunes qui justifient avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, donc soit pas sur décision du juge des enfants ou du juge des tutelles ou par le département lui-même, sans décision judiciaire, ils peuvent demander un titre de séjour, puisqu'à l'arrivée à l'âge de 18 ans, ils sont obligés de le faire. Donc ceux qui ont été pris en charge, c'est jusqu'à l'âge des 19 ans. Ceux qui n'ont pas de prise en charge, j'ai malheureusement certains clients dans ce cas-là, c'est 18 ans plus 2 mois.
c'est le maximum. C'est-à-dire qu'après, ils sont considérés comme situation régulière et doivent faire une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Donc pour ceux qui ont été pris en charge, c'est L313-15 du CESEDA, mais la numérotation vient de changer au 1er mai. Sinon, c'était pas marrant, donc je ne connais pas le nouveau numéro. J'en suis désolée. Oui, tout est recodifié soi-disant à droit constant, mais il y a des petites nouveautés. Bon, j'ai pas trop le temps de voir encore tout ça. Mais en tout cas, cet article-là, il prévoyait qu'à titre exceptionnel, donc c'est déjà le législateur qui a prévu que c'était à titre exceptionnel, donc autant vous dire que c'est pas forcément très souvent, le préfet peut délivrer un titre de séjour salarié, donc il faut un contrat d'au moins 1 an, ou travailleur temporaire, aux jeunes qui justifient effectivement avoir une formation alors qualifiante ou professionnalisante de mémoire d'au moins depuis au moins 6 mois. C'est au moment où il fait la demande ou au moment où le préfet apprécie, ça c'est discutable. Il faut que ça fasse au moins 6 mois, mais c'est mieux que la condition soit remplie au moment où il fait la demande. Il faut un avis de la structure d'accueil. Voilà, donc parfois c'est vrai qu'on se retrouve avec des jeunes où nous on a forcé l'ASE à prendre en charge le jeune, mais souvent après ils jouent bien le jeu. En tout cas moi pour ce que j'ai vu, il y a souvent un contrat d'accueil durable avec la famille d'accueil initiale qui est signé, donc la famille récupère environ 500 € je crois par mois. Tant que le jeune est mineur, elle lui donne ce qu'elle veut comme argent de poche, et quand il devient majeur, je crois que c'est 120 € qui sont donnés aux jeunes, et puis le reste pour la famille, pour les courses, l'alimentation, les frais d'hébergement. Et souvent, en tout cas en Ille-et-Vilaine, effectivement, mais je ne savais pas qu'il y avait ce problème dans d'autres départements, tout de suite il y a un contrat jeune majeur qui est signé. Donc c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation un peu curieuse, parfois eux ils continuent à contester derrière, c'est-à-dire qu'on se retrouve encore en appel avec eux, alors qu'à côté de ça, il y a un éducateur qui fait bien son travail pour accompagner le jeune. C'est un peu schizophrène, mais c'est comme ça. Et donc ce titre-là n'est pas facile à obtenir, effectivement, et souvent donc, ça contraint les jeunes à faire de l'apprentissage. Alors je sais que dans certains départements, c'était Carole Boine du MRAP qui me disait que parfois dans le Côte-d'Armor, ils demandaient étudiants. Alors normalement, étudiants, il faut justifier avoir environ 700 € par mois. Évidemment, ils ne remplissent pas la condition. Mais pour ceux qui sont éventuellement en apprentissage, la condition peut être remplie, parce que c'est à peu près le revenu qu'ils ont. Ou bien, au titre de l'admission exceptionnelle à séjour, c'est dans la circulaire Valls de 2012, on peut considérer qu'un titre étudiant peut être donné. Mais un étudiant a vocation à repartir chez lui dès qu'il a fini ses études. On va leur demander un visa étudiant. Et voilà, de régulariser un visa étudiant, ou il doit faire une demande de changement de statut quand ils deviennent salariés, c'est-à-dire qu'il faut devenir salarié dans le même domaine que celui des études, donc c'est quand même beaucoup plus hasardeux. Le mieux, le top, c'est évidemment vie privée familiale, mais très difficile à obtenir, parce que souvent ils ont peu de temps de présence en France, même s'ils sont encore jeunes. Donc effectivement, sachant, ça c'est important aussi pour ceux qui accompagnent des jeunes, mais ce sont les 2-3 points clés, moi que je rappelle, même pour mes clients majeurs, c'est que, on a le droit de demander plusieurs fondements. C'est-à-dire que la prélecture n'est pas obligée, mais on peut demander, alors moi souvent je demande vie privée familiale, subsidiairement salarié ou travailleur temporaire, et encore étudiant, et pourquoi pas étranger malade, et également demande d'asile, parce que c'est ça dont je voulais parler, c'est que Mélanie Verger a l'avantage de faire et de l'asile, et également d'assister des mineurs dans la compagnie. À ma connaissance, en tout cas, Rennes, c'est la seule. Et donc, ce qu'elle nous expliquait, c'est comme ça que maintenant, quand on assiste des jeunes, la première fois qu'on les reçoit, on doit identifier s'ils sont potentiellement demandeurs d'asile. Donc, dans ces cas-là, moi, je les reçois seuls, parce qu'ils nous avouent des choses qu'on n'est pas obligé de partager. Ils pourront les partager s'ils le veulent après, mais nous, on doit garder le secret. Et s'ils sont potentiellement demandeurs d'asile, la difficulté, c'est est-ce qu'il faut leur conseiller de s'adresser à leurs autorités consulaires ou pas. Alors, Mélanie Verger, concrètement, elle nous conseillait de faire quand même les démarches, parce que c'est vrai que ce qu'on appelle acte d'allégeance, c'est-à-dire une personne qui a le statut de réfugié et qui va s'adresser aux autorités de son pays ou retourner de son pays, donc qui peut lui faire perdre le statut, c'est seulement une fois qu'il a le statut de réfugié. Donc a priori, on peut très bien un peu jouer sur les deux tableaux et c'est la demande d'asile. Le problème pour ces jeunes, justement, ça c'est une vraie difficulté, ceux dont on pense, et on n'est jamais sûr d'ailleurs que ça va passer, mais ceux dont on pense qu'ils peuvent relever de la demande d'asile, il faut qu'ils puissent faire une demande d'asile, et en tant que mineurs, les chances de succès, c'est ce que nous disait encore une fois Mélanie Verger, moi je ne pratique pas encore l'asile, sont bien plus élevées. Je crois que c'est peut-être 70% s'ils sont mineurs, et ça tombe à 30% ou 20% s'ils sont majeurs. Donc ils ont tout intérêt à le faire. Le problème, c'est que leur demande d'asile est refusée. S'ils ont leur petit papier là, de l'ASE qui dit non, on vous a mis dehors même au bout d'une journée, et vous n'êtes pas considéré comme mineur, eh bien ils ne peuvent plus faire leur demande d'asile en tant que mineur. Et à Rennes, concrètement, la préfecture d'Ille-et-Vilaine, dans ces cas-là, refuse d'enregistrer la demande d'asile. Donc, j'avais demandé justement à Mélanie ce qu'elle en pensait, parce qu'il me semble que juridiquement, on peut attaquer cette décision de refus, parce que la préfecture, normalement, ne peut pas refuser d'enregistrer la demande d'asile, sachant que maintenant, depuis une réforme d'il y a 2 ans, quand vous faites une demande d'asile, vous êtes invité, vous avez 2 mois seulement, sauf fait nouveau, pour signaler que vous voulez éventuellement le séjour sur un autre fondement si l'asile ne vous est pas accordé, c'est-à-dire soit statut de réfugié ou protection subsidiaire. Donc ça, il faut faire très attention. Je crois que j'ai un jeune qui est dans ce cas-là où je n'avais pas la preuve parce que ça a été fait par son éducateur. Il avait fait une demande d'asile.
Et comme heureusement maintenant il a un contrat d'apprentissage, on s'est dit on va faire la demande subsidiaire maintenant en invoquant le fait nouveau, le contrat d'apprentissage. Donc il faut être vigilant. Bon, je passe un peu du coq à l'âne, désolé, j'espère que c'est clair. Mais voilà, donc il faut vérifier vraiment si le jeune est éligible à la demande d'asile, voir éventuellement si ce sont des pistes à creuser, obliger la préfecture à enregistrer la demande d'asile au moins mineur majeur, et sinon parfois on est obligé d'attendre qu'ils atteignent la majorité pour qu'ils puissent faire leur demande d'asile. Donc c'est-à-dire qu'on perd de nombreux mois, sachant qu'un mineur demandeur d'asile, sauf erreur de ma part, n'a pas de conditions matérielles d'accueil à vérifier, qui sont normalement octroyées aux adultes. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un parcours difficile. Alors moi j'ai quand même eu un exemple récent, mais c'est très rare. Un jeune, alors c'était en Mayenne, qui en plus avait produit une fausse carte d'identité guinéenne. Alors là, le pauvre il avait pas fait exprès, ça sur les renvoyer, c'était même pas son empreinte. Bon, donc pour le coup, c'était avéré. Par chance, grâce à la Ligue des avocats de janvier 2020 et grâce au confinement de mars 2020, son audition libre à la police a tout le temps été repoussée. Donc on n'a jamais eu d'audition libre. Ça, pour une fois, c'était un bon timing. Et donc, le tribunal administratif de Nantes, on a réussi à faire annuler l'OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, qui était jeune majeur, l'interdiction de retour sur le territoire français, et le tribunal a donné injonction de délivrer un titre de vie privée familiale qu'on n'avait même pas demandé, parce qu'on était sur un titre salarié, en ne se prononçant même pas sur l'état civil, en disant le jeune est le premier de sa classe, donc je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, est le premier de sa classe, il travaille excellemment bien, il a d'excellentes notes. Alors ça c'est relativement rare, c'est-à-dire que le tribunal décide de même pas se prononcer sur l'état civil, mais c'était quand même au tribunal administratif de Nantes dont on relève en Ille-et-Vilaine. D'accord? Parce que pour un jeune mineur, pas de titre de séjour, pour un mineur il n'y a pas de titre de séjour, sauf si on considère qu'il n'est pas mineur. C'est pour ça qu'il faut contester systématiquement la décision de l'administration devant le juge des enfants, le juge des tutelles. Et d'ailleurs, si je peux me permettre de revenir sur l'évaluation, moi justement j'avais eu plusieurs pistes, je vous les donne de réflexion pour ce que j'ai pu constater. C'est que déjà l'avocat n'est pas obligatoire. Moi je me souviens des premières audiences où j'arrivais pour assister à un jeune donc, qui m'avait été orienté par les associations, et puis j'en voyais d'autres qui étaient assis à côté justement du représentant de l'ASE, comme si c'était leur père ou leur mère, quoi, qui me regardaient comme si j'étais un ovni avec ma robe d'avocat, et qui eux passaient en audience avec l'ASE, qui venaient contester leur minorité et qui demandaient une main levée de l'assistance éducative quand elle était en place. Donc ça, c'est un vrai point. Moi, ça m'a choqué en tant qu'avocate de voir ces jeunes qui sont parmi les justiciables les plus précaires. Par exemple, un jeune mineur en matière pénale, puisque je fais partie du groupe de défense de mineurs, l'avocat est obligatoire. D'accord ? Les majeurs, quand ils passent en plaidé coupable, l'avocat est obligatoire pour accepter la peine qui est proposée par le procureur. En matière d'hospitalisation sous contrainte, où j'interviens aussi en matière psychiatrique, l'avocat est obligatoire aussi. Donc pourquoi pour des jeunes qui sont mineurs, même s'il n'y a pas malheureusement de présomption de minorité légale, mais pour un jeune qui s'est présenté comme mineur, qui parfois a été pris en charge, mais c'est l'ASE après péréquation, il faut qu'on en parle aussi, n'est pas pris en charge, pourquoi est-ce que l'avocat n'est pas obligatoire? C'est un problème. Il y a un problème de l'interprétariat, moi j'étais pas assez sensible, et j'ai eu l'exemple, Laurine, ma stagiaire, la pauvre, a vu ça lundi, parce que j'avais une audition, je pensais qu'on revenait pour un état civil, ça s'est transformé en garde à vue, je ne savais pas pour quel fait, mais du coup j'étais effectivement assez surprise, et en fait on se rend compte au fur et à mesure que le jeune, qui pourtant vient d'un pays francophone, donc il a l'air de très bien parler français, parlait très mal français. Anne, qui est avec nous là sur Jitsi Meet, connaît un jeune Madala, sans dire son nom de famille. Moi j'adorais parce qu'il avait toujours des grands soins éclatants. À chaque fois je croyais qu'il comprenait ce qu'il me disait, et j'oubliais à chaque fois qu'en fait il donnait le change et il ne comprenait pas. En plus c'est hyper technique pour eux. Donc en fait il faudrait demander, je vois Anne qui rigole, mais c'est vrai qu'à chaque fois je me faisais avoir parce qu'il y a beaucoup de jeunes comme ça, ils n'osent pas dire qu'ils ne comprennent pas. Et ça l'interprétariat, je me retrouve même en tant qu'avocate, j'ai pas été assez sensible à ça, et en plus il faut un bon interprète. Parce que je suis désolée de le dire, mais alors, je l'ai vu récemment encore en matière de rétention, il y a des interprètes qui traduisent très mal ou qui ne traduisent pas du tout d'ailleurs. Ils viennent et puis ils traduisent le minimum. Donc ça c'est très important. Il y a aussi un autre problème, et je pense que Cédric tu seras d'accord avec moi, c'est que le rapport d'évaluation, moi ça m'arrive de plus en plus souvent que le jeune me dise mais j'ai pas dit ça, je comprends pas pourquoi c'est dans le rapport. Et finalement le jeune on ne lui fait pas relire et on ne lui fait pas signer. Et ça c'est un vrai problème parce que ça devrait être fait comme un procès verbal de police, vu les conséquences pour les jeunes qui se retrouvent à la rue. Procès verbal de police, on tape tout, mot à mot, et puis le jeune relit, et il faudra qu'il relise avec un avocat, parce que s'il est tout seul, il ne va pas prendre le temps de relire, il faut qu'il prenne le temps de relire et de dire oui je signe parce que c'est effectivement ce que j'ai dit. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, après la juge dit « Ah bah vous êtes en train de dire que l'éducateur a menti !» Voilà. Et puis, donc, alors là, ça met tout à plat. Et malheureusement, il y a des jeunes qui le disent, vraiment sincèrement, je pense qu'il y a vraiment des problèmes de compréhension et de compréhension. Je ne dis pas que les éducateurs sont honnêtes, mais je pense qu'il y a vraiment des malentendus, notamment à cause de la langue, parce que parfois, c'est les enfants qui ne sont pas à l'école, parce que ce n'est pas le français de France métropolitaine, donc c'est différent.
Ensuite, il y a l'évaluation. Effectivement, il y avait un rapport du Sénat là, il y a quelques années qui disait qu'il fallait que l'évaluation soit au moins régionalisée, parce que là, chaque département fait à sa sauce. Il y a un énorme problème de statistiques. Donc, tu vois, la statistique que tu donnais, moi, je ne la connaissais pas. Alors, j'avoue, j'ai honte, ça fait des mois que je recontactais l'un des membres de l'association des avocats pour les droits de l'homme. Je vais dire, tous les avocats devraient être pour les droits de l'homme. Ils ont pris ce nom-là, la APH. Et donc, eux, ils veulent faire un énorme travail. Justement, ils sont en train de, je crois, de solliciter le Conseil de l'Europe pour justement démontrer que la France ne respecte pas la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Donc ils sont en train de faire un travail là-dessus, justement, de ce point de vue-là, ce qui est une énorme réflexion. Pour appuyer ce que tu dis, notamment sur l'administrateur ad hoc. Et ben voilà, en aussi. France, l'administrateur n'est pas suffisamment utilisé. En Ille-et-Vilaine, il n'y en a pas. Alors l'administrateur ad hoc, moi j'ai mis du temps à comprendre. Ad hoc, pour le latin, ça veut dire que c'est pour une mission spécifique. Donc nous, parfois, on demandait donc, justement à la famille d'accueil ou à des bénévoles de l'association, notamment pour Tierno, de désigner un administrateur ad hoc en plus de l'ASE pour aider le jeune, notamment pour faire légaliser ses documents d'état civil à l'ambassade, parce que les éducateurs n'ont pas les moyens. Vous vous dites que vous le faisiez, ça se faisait un moment, mais les éducateurs de l'ASE ne peuvent plus, même pour un jeune pris en charge, aller aux ambassades, accompagner les jeunes, etc. Et souvent, c'est aussi pour la demande d'asile, parce que pour la demande d'asile, il faut un représentant légal. Et ça, c'est aussi un autre point, c'est un peu juridique, mais le juge des enfants, donc juge de l'enfant en danger, même quand il est saisi, même quand il accorde l'assistance éducative, à la fin du jugement, c'est écrit à charge pour le département de saisir le juge des tutelles pour la représentation légale. Parce que pour inscrire un enfant justement à l'école, il faut un représentant légal pour le faire hospitaliser. Donc ça, les associations, ils font des miracles, je ne sais pas comment ils font, ils arrivent justement, grâce au directeur d'école, proviseur, à inscrire des jeunes qui ne devraient même pas être éligibles, parce que légalement, ça ne marche pas, mais il y a également, effectivement, de l'éducation nationale, énormément de gens qui arrivent à inscrire les jeunes, ce qui, d'ailleurs, leur seul souci, c'est de pouvoir étudier, puisqu'ils sont maintenus par l'ASE, parfois pendant des mois, dans des hôtels, à ne rien faire de la journée. N'importe qui pèterait un plomb à moins que ça. Et alors d'ailleurs, la péréquation, ça c'est un énorme problème, c'est que juridiquement, moi j'arrive pas à trouver de source, le Code de l'action sociale des familles dit que c'est le département d'accueil qui évalue le jeune. Donc parfois il y a des jeunes qui ont été pris en charge pendant quelques mois ou quelques semaines sous ordonnance de protection provisoire du parquet ou du juge des enfants. Et puis on leur dit, pour des raisons purement budgétaires, je crois qu'il y a une clé de répartition qui change tous les ans, on va envoyer dans d'autres départements. Alors ça, on a besoin de statistiques, et donc avec la ADH, c'était le but, c'était de faire un courrier au niveau du ministère pour demander des statistiques, si possible demander à la CADA si nécessaire, donc la commission d'accès aux documents administratifs, parce qu'il y a notamment des chiffres, des statistiques, ils connaissaient ça beaucoup mieux que moi, mais ça va me prendre des heures, c'est le problème, c'est que je ne trouve pas le temps. Et il y a l'association des départements de France, notamment qui donne des statistiques, on n'a pas les statistiques. Nous, en Ille-et-Vilaine, on a l'impression que tous les jeunes qui arrivent, ils sont réévalués majeurs. Parce que donc, alors là, la violence psychologique, j'en parle même pas. Ça, le jeune, pendant des mois, on lui dit, là on a eu récemment un jeune, avec Anne, on en parlait, on lui a dit, ok, t'es à l'hôtel, mais t'inquiète pas, on va te mettre dans un autre département, dès que tu vas arriver, ils vont te scolariser, t'héberger et tout. Et puis là, t'as coup, les UNI disent, ah non, en fait, on t'a dit que t'étais mineur. Ah non, tu es majeur. Donc là, les jeunes sont fous. Moi, je leur explique dans tous les sens, je leur dis, t'es pas le seul, t'inquiète pas, c'est pas de ta faute, ça n'a rien à voir avec toi, c'est que des politiques d'ajustement, c'est l'état civil qui est cherché. Je crois que je fasse quoi que je dise, donc parfois on arrive à trouver des psychologues, ça c'est un des buts de Utopia, c'est de trouver des psychologues bénévoles, parce que là, les jeunes, là, moi j'attends un délibéré aujourd'hui, Utopia a dû m'appeler hier pour dire, ne lui dis pas, on va attendre la semaine prochaine, parce que si on lui dit avant le week-end, et s'il n'a pas son psychologue, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on a peur, même pour certains, qui commettent des actes qui ne seraient pas bons. Donc c'est vraiment très inquiétant parce qu'on arrive à des situations, effectivement, avec la péréquation, où les départements font ce qui va. Donc juridiquement, moi j'ai du mal à trouver une solution parce que le Code de l'action sociale des familles dit il y a l'accueil. Alors Elodie Pro, une des consoeurs, a obtenu une très bonne décision là à Rennes, qui est assez logique ceci dit, c'est qu'il y avait un juge des enfants d'un autre département qui avait dit le jeune est mineur, prise en charge, jugement devenu définitif. C'est-à-dire, le délai d'appel de 15 jours était passé. Le jeune fait quand même l'objet d'une péréquation, il arrive en Ille-et-Vilaine. Et là, il arrive, que fait le département? On va le réévaluer, ça, pardi. Et donc, notre juge des enfants local dit ah ben non, il n'est pas mineur, c'est pas possible. Bonjour. Et donc, il a fallu effectivement aller jusqu'en appel pour que la consoeur fasse obtenir qu'il y avait autorité de la chose jugée. C'est-à-dire qu'il y avait quand même la minorité qui avait été jugée de façon définitive et qu'il n'y avait aucun élément nouveau pour revenir là-dessus. Donc voilà où on en est. Et donc malheureusement, je crois à Utopia, pour dire mieux que moi, qu'il y a des jeunes, justement, tu disais, il y a plein de jeunes. En plus, moi je vois que les jeunes qui viennent nous voir. Combien restent à la rue, disparaissent, changent de département. Voilà. Moi, il y en a dont j'ai jamais plus aucune nouvelle. Ils sont allés voir des compatriotes à Paris, je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas où ils sont. Ça avait une fois ou deux. Il y en a une fois, il est revenu au bout d'un an, Madala.
Et on a obtenu d'ailleurs la prise en charge parce que alors lui, il avait accepté un examen osseux avant d'avoir un avocat. Et par chance, ça disait qu'on n'était pas sûr qu'il avait plus de 18 ans. Le greffier, c'est pour vous dire où on en est, avait fait un soit transmis, c'est un document de communication interne, en disant voilà le rapport d'évaluation qui conclut la minorité. Attendez, la juge a conclu que c'était la majorité. Je fais non mais excusez-moi, mais on lit la même chose. Ça dit bien qu'il y a un doute sur la minorité. Article 388 du Code civil, le doute profite aux mineurs. Non, il a fallu qu'on aille jusqu'en appel pour qu'on nous dise effectivement il y avait un doute, donc prise en charge. Et effectivement là, alors il paraît, d'ailleurs c'est une des avocates de l'ASE qui me dit mais si on a de la chance parce qu'ils ne demandent pas aux jeunes de rembourser les sommes qui ont été versées. Parce qu'il y a des départements, ils demandent ça. Parce que nous on pourrait dire aussi rétroactivement, vous allez rembourser tout ce que les associations, les familles ont pris en charge. Mais si on commence ça, je peux confirmer. Ils vont nous faire le coup dans l'autre sens. Dans le département de la Sarthe, malgré des jeunes ayant bénéficié de l'évaluation par mes soins, de l'accompagnement par mes soins, au moment de la régularisation administrative, la préfecture a refusé, en accord avec le service de l'aide sociale à l'enfance, le service de l'aide sociale à l'enfance a déposé plainte pour faux et usage de faux. Donc le jeune s'est retrouvé convoqué au tribunal, convoqué à la police pour reprendre un PV, de redéposer ses documents originaux, sa carte consulaire, son passeport qu'on avait fait éditer, son acte de naissance. Et à ses 20 ans, il s'est retrouvé convoqué chez le juge des enfants du Mans pour pouvoir justifier de sa minorité qui avait été actée en 2017. Et il a été acté en 2020. Quoi. Oui, alors moi j'ai un jeune qui est convoqué comme ça parce qu'il y a une petite rature, mais en plus je ne l'ai même pas vu, de transcription où je pense que l'officier est assis, il a voulu écrire sa date de naissance, alors ils disent que c'est antidaté, faux, convoqué devant le tribunal correctionnel qu'il était mineur non des faits, ce que j'ai dit au cours de l'audition. Donc alors c'est relativement rare, mais effectivement ça arrive. Et encore en Ille-et-Vilaine, ils prennent un simple refus de séjour, c'est ce qui s'est passé. Oui. Alors que, par exemple, en Mayenne, j'avais eu obligation de quitter le territoire, interdiction de retour de 2 ans, etc. Et donc, il y a des départements qui demandent même, mais ils vont jusqu'à demander le remboursement, effectivement, des sommes. Ouais. Ce qui me semblait important de préciser aussi, j'en profite pour saluer la présence aussi de M. Alain Ranou, président de l'association Arras, protection de l'enfance, grosse association en Bretagne et notamment singulièrement en Ille-et-Vilaine, Arras qui accueille beaucoup de jeunes MNA, et Malika Elali qui elle est à Vitré sur le service MNA de Tremplin. Malika Elali qu'on connaît bien aussi puisque c'est une élue FO prévention du harcèlement moral et des agissements sexistes et qui est très investie dans la situation des MNA. Ce qui me semblait très important à dire, c'est la clinique des limites. Cédric l'a très bien dit, c'est-à-dire c'est le primat de l'éducatif et du sens. Les éducateurs, les éducatrices que nous sommes passeurs de sens. Et à ce titre-là, cette histoire de contestation de